Bonjour à tous, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire dans cette suite de chapitres de géographie 4 choses en tout, donc cette vidéo va être plus longue que les vidéos habituelles. Première chose, nous allons corriger les 2 séries d'exercices que je vous avais demandé de faire. Ensuite, nous allons faire un schéma sur la ZIP de Fos-Marseille que vous allez faire sur votre cahier. Ensuite, on continuera avec une petite partie de cours sur les littoraux et pour finir, nous conclurons enfin ce chapitre. Je vous rappelle que nous étions à la 3e petite partie de ce grand 2 qui portait sur la mondialisation à travers les littoraux. Et nous allons maintenant corriger les questions 1 à 5, page 139 et 1 à 4, page 140 du manuel. La correction de la page 139. Première question, je les relis pour les avoir en tête. Relevez les différents secteurs d'activité de l'espace productif de Marseille-Fos. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces documents 1 et 2? On voit une transformation et un stockage d'hydrocarbures sur la zone. On voit également comme secteur d'activité de la métallurgie. Et puis on a également de l'innovation et de la logistique. Par exemple, la logistique, ça va être l'accueil de conteneurs, la distribution des produits qui viennent d'arriver sur le port. La principale activité industrielle, quant à elle, est la métallurgie du groupe ArcelorMittal, qui est le principal producteur mondial dans le domaine. Deuxième question, à propos des types d'activités industrielles représentés sur la photographie, et ensuite la description de son fonctionnement. Les principaux types d'activités, là, ce sont le stockage et le raffinage d'hydrocarbures. Je vous rappelle qu'on entend par hydrocarbures le pétrole et le gaz. Les matières premières arrivent ici par bateau et elles sont ensuite transportées par train. On voit les rails sur la photo. C'est donc une plateforme multimodale, j'ai déjà utilisé ce terme précédemment. Elle permet à une marchandise de passer d'un moyen de transport à un autre. Le train conduit ces marchandises vers les réservoirs qui sont sur les quais, puis ensuite les trains peuvent être utilisés pour transporter ces marchandises, à savoir les hydrocarbures, vers les raffineries. Troisième question, le lien entre localisation du port et activité économique. Le port, là où la zone même industrialo-portuaire sert à la distribution et à la transformation d'hydrocarbures. Les produits sont importés et exportés grâce aux plateformes d'accueil des conteneurs, stockés et raffinés sur place. La zone est à la fois donc industrielle et portuaire, c'est pour ça qu'on dit industrialo-portuaire. Quatrième question, les différents acteurs de PICTO. Et pourquoi peut-on dire que c'est une plateforme innovante? Le port permet aux activités industrielles d'être reliées aux routes maritimes mondiales. Cette zone est ainsi intégrée dans le commerce mondialisé avec le reste du monde, c'est-à-dire, et distribue ce qu'elle reçoit et transforme dans son arrière-pays, qu'on appelle un Interland, c'est de l'allemand et pas de l'anglais. Ensuite, elle distribue ce qui a été transformé dans le reste du pays et de l'Europe grâce aux différents moyens de transport. Pour finir cette première série de questions, à quel territoire correspond Château-Gombert? Montrez que c'est bien un technopôle, comment fonctionne-t-il? Et bien voilà, on va réinvestir le mot de technopôle dont j'ai parlé la dernière fois. Château-Gombert est un village du 13e arrondissement de Marseille. Il abrite un technopôle car on retrouve sur ce territoire réduit des activités d'enseignement, de recherche et développement, ce qu'on abrège souvent en écrivant R&D. On trouve aussi des activités d'industrie de pointe. C'est un exemple de synergie entre différentes institutions, des grandes écoles, des laboratoires, des entreprises, etc. et entre différentes activités. Maintenant, nous allons corriger la deuxième série de questions qui était à la page 140. Alors pour ces questions, page 140, première question, pourquoi l'entreprise chinoise Kenshen a-t-elle choisi de s'implanter à Fos-sur-Mer? L'entreprise se rapproche des lieux de production, de ses lieux de production et de ses clients européens tout simplement en s'implantant à Fos-sur-Mer. Donc cette question a été rapidement résolue.
La deuxième question, quels sont les acteurs de la politique française d'aménagement du territoire qui favorisent cette implantation et donc l'internationalisation du cluster? L'entreprise, l'acteur de politique français, donc l'acteur public ici, c'est le Commissariat général à l'égalité des territoires. Il dépend donc de l'État ainsi que les autres collectivités territoriales qui prêtent leur concours à cette internationalisation du cluster. Troisième question, quelle est la caractéristique des entreprises de ce cluster? La majorité des employés de ce cluster travaillent pour des entreprises qui réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un savoir-faire qui va être bénéfique localement, qui va être consommé localement, puisque ces entreprises vont faire du chiffre d'affaires à l'étranger. Donc là, le cluster, on voit que la majorité de ces entreprises, en d'autres termes, participent à une économie mondialisée. Quatrième question, montrer que ce cluster industrialo-portuaire fonctionne à l'échelle mondiale, je l'ai déjà un petit peu dit. Il fonctionne à l'échelle mondiale car il crée de l'emploi dans la région de Marseille. Donc on est à l'échelle locale ici. Il reçoit des IDE de l'étranger, donc là on est directement dans l'échelle mondiale, et il participe aux échanges commerciaux avec l'Europe et le reste du monde. Donc on a différentes échelles, voilà. Continuons donc maintenant avec ce schéma sur la zone industrielle-portuaire de Fos-Marseille. Je fais une brève présentation du schéma final et des étapes à effectuer. Vous pourrez revenir en arrière de la vidéo pour reprendre les choses à votre rythme. Si c'est le cas, je vous conseille de couper le son parce que vous allez finir par ne plus supporter le son de ma voix. Alors voici le schéma final, la ZIP de Marseille-Fos-sur-Mer, un espace industriel-portuaire européen intégré à la mondialisation. Vous voyez les différents types de figurés. Commençons par le commencement. Vous avez votre page blanche, ou à carreaux évidemment. Première chose à faire quand il s'agit d'un schéma, je vous rappelle que un schéma n'est pas un croquis, un schéma c'est représenter une réalité géographique avec des formes géométriques simples. Première forme géométrique à représenter, c'est la zone que va délimiter ce que vous voulez représenter, c'est-à-dire le cadre. Donc vous faites le cadre. Deuxième chose, évidemment, comme dans un croquis, ce qui est indispensable, c'est un titre. La zone industrielle-portuaire de Marseille-Fos-sur-Mer, un espace industriel-portuaire européen intégré à la mondialisation. Première chose, représenter le littoral, c'est-à-dire la séparation entre la mer et la terre. Deuxième chose à représenter, la façade maritime, la mer, qui s'étend et on voit cette extension qui va au-delà du cadre que vous avez dessiné grâce aux flèches en pointillés. Et de l'autre côté, l'arrière-pays, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière la zone industrielle-portuaire et ce que la zone industrielle-portuaire elle-même va influencer, l'arrière-pays ou Interland. Nous continuons avec le dessin de la zone industrielle-portuaire elle-même. Donc c'est une zone qui est au bord du littoral. Au fond de cette zone, on a le port lui-même, c'est-à-dire la zone qui est exclusivement utilisée pour les échanges. Dans la zone industrielle-portuaire, on a également, plus largement, aussi des usines. On a également, dans cette zone, à la périphérie de cette zone, des villes, ça va être Fos, Marseille, et ça va être aussi des clusters. Pour réexporter ou réexpédier ce qui a été transformé sur la zone, on va avoir des axes terrestres, des routes, des chemins de fer, etc. L'exportation et l'importation passent ici par la mer, c'est une zone portuaire, donc les échanges se font par voie maritime, c'est pour ça qu'on va représenter les échanges maritimes qui vont se faire avec le reste du monde, les partenaires outre-mer, qui vont exporter ou importer des fournitures, des clients, etc., etc. Et là, vous avez votre schéma final. Au contraire des territoires ultramarins, les littoraux de la métropole française sont attractifs et dynamiques. Pourquoi ? Ils disposent d'atouts déjà vus dans le thème 1 et maintenant nous allons faire un petit cours là-dessus.
Premier atout des littoraux, leurs systèmes productifs sont facilement intégrés à la mondialisation grâce aux échanges maritimes, qui sont les principaux lieux d'échange de biens mondiaux. Les biens mondiaux qui sont échangés le sont principalement à travers les littoraux. La littoralisation de l'économie provoque ici une concentration des activités industrielles grâce aux zones industrialo-portuaires, qu'on va écrire en abrégé ZIP. Ces zones, elles accueillent des activités de production dont la connexion aux réseaux mondiaux est primordiale. Il faut être connecté aux réseaux mondiaux pour profiter et participer à l'économie mondiale. Deuxième atout des littoraux, ils sont attractifs pour les touristes et les habitants, en particulier la côte méditerranéenne et la côte atlantique. À titre d'exemple, avec des données très récentes, à l'été 2019, on a compté en France 316 millions de nuitées. Nuitées, c'est-à-dire de nuits passées par des touristes dans un lieu. Ça comptabilise à la fois les hôtels, les campings et autres. Sur ces 316 millions de nuitées en France à l'été 2019, on a 122 millions de nuitées sur les littoraux, dont 56 millions pour la Méditerranée, 56 autres millions pour la Bretagne et la côte atlantique, les 10 millions restants étant dans le nord. Ce constat que je viens de dresser, on peut le voir par des cartes, plusieurs informations ici dans différentes cartes que j'ai puisées sur des sites officiels, qui nous donnent en fait une tendance commune. Les deux premières cartes vont parler de l'offre d'hébergement en résidence secondaire en France et puis des destinations touristiques des résidents français. Sur les deux cartes qui reflètent donc des réalités différentes, on va voir la même tendance, c'est-à-dire que ce soit les résidences secondaires ou les hébergements touristiques globalement, on va les retrouver principalement sur les littoraux de l'ouest, c'est-à-dire la Bretagne, à partir du Finistère jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, et puis la côte méditerranéenne, ainsi que la Corse et Savoie et Haute-Savoie. Ça va être vrai pour les deux informations. Et puis évidemment, parmi la France métropolitaine, quelle région va se démarquer en plus des littoraux? Ça va être évidemment l'Île-de-France qui est attractive pour les touristes. Les deux cartes suivantes nous montrent des hébergements touristiques. Que ce soit en hôtel ou en camping, encore une fois, la même réalité se dresse devant nous. Ce sont les littoraux qui sont le mieux représentés. On va voir principalement pour la deuxième carte que le nord de la France, le littoral nord, est davantage représenté en ce qui concerne les campings que ce qui concernait les hôtels ou les hébergements dans leur globalité. Et puis enfin, les deux dernières cartes, que nous montrent-elles? Les dépenses faites par des voyages touristiques, dans la carte que vous voyez à gauche, et ensuite les nuitées étrangères dans les hébergements collectifs. Nuitées étrangères, c'est-à-dire le nombre de nuits qui sont passées par des touristes étrangers en France. Encore une fois, vous le voyez, on voit représenter principalement les littoraux atlantiques, méditerranéens et l'Île-de-France. Donc vous voyez, à travers ces différentes réalités, c'est une seule et même tendance qui se dresse, la primauté des littoraux, principalement atlantiques et de la Méditerranée, ainsi que la Corse et l'Île-de-France, dans l'attractivité touristique en France. Nous en venons maintenant à la conclusion de notre chapitre. Je vous rappelle la problématique de départ. Comment les systèmes productifs français tentent-ils de s'adapter à l'intégration européenne et à la mondialisation? Première chose, les systèmes productifs français doivent s'adapter aux mutations de l'économie et s'intégrer à l'économie européenne et mondiale. Là, ce n'est pas une question de choix, on doit le faire. L'industrie traditionnelle n'est plus viable car la concurrence des pays émergents en matière de coûts de production est trop rude. L'économie française mise aujourd'hui sur le savoir-faire, l'industrie et la technologie de pointe et sur sa réputation mondiale, en ce qui concerne, encore une fois, je l'ai suffisamment dit, la mode, le luxe, etc. Concernant la production manufacturière, elle est encore présente, mais elle mise davantage aujourd'hui sur la qualité, le savoir-faire, que la quantité.
Les systèmes productifs français se tertiarisent, même si les catégories anciennes, primaires, secondaires et tertiaires sont moins utilisées aujourd'hui, on peut quand même les utiliser un petit peu comme point de repère pour simplifier. Donc les systèmes productifs français, je disais, se tertiarisent. La production agricole est largement suffisante aujourd'hui pour nourrir la France et pour même aller à l'exportation, mais elle ne nécessite pas autant de main-d'œuvre qu'il y a 50 ans par exemple. La création de biens manufacturiers, elle, est souvent délocalisée dans les pays émergents. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà dites en introduction de ce chapitre. La France se doit donc d'orienter son économie vers la production de services, et ça va être la recherche, l'enseignement, la logistique, la finance, le tourisme évidemment, et beaucoup d'autres. Les territoires sont affectés par les recompositions des systèmes productifs français, par le fait que ces systèmes productifs passent par une valorisation du savoir-faire ou une tertiarisation. Les métropoles concentrent le dynamisme économique, intellectuel, technologique du pays, et elles profitent de l'intégration européenne et mondiale. Je vous renvoie au premier chapitre que nous avons fait en géographie. Les territoires ruraux, quant à eux, ou les territoires ultramarins, doivent faire preuve d'inventivité pour dépasser leur situation a priori qui semble désavantageuse. Les littoraux, quant à eux, profitent de leur attractivité et de leur intégration aux échanges mondiaux. En définitive, la situation des systèmes productifs français reflète la situation des territoires du pays en général face à la mondialisation et face à celle des systèmes productifs à l'échelle mondiale. Voilà pour ce deuxième thème de géographie qui est maintenant fini. Si besoin, écrivez-moi pour me poser des questions et me donner de vos nouvelles, me faire part de votre admiration aussi, vous avez le droit. Le prochain chapitre pour la semaine à venir sera un chapitre de MC. Il n'y aura pas de vidéo à l'occasion de ce chapitre. J'ai préparé des activités que je vous enverrai par le biais de diapositives. Ce sera les dernières activités avant la période de vacances, même si on ne va pas vraiment voir la différence entre la période actuelle et celle de vacances. Et après les vacances, nous commencerons le thème 3 d'histoire sur les débuts de la Troisième République. Je vais vous préparer des choses très bien, enfin j'espère, c'est pas encore prêt. Je vous dis à bientôt et bon courage pour tout.